Bonjour Émilie Saint-John-Mandel, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre dernier roman publié aux éditions Rivage, L'Hôtel de Verre, traduit par Gérard de Chergé. Cette rencontre est organisée par le Festival international Quai du Polar, qui se tiendra du 2 au 4 juillet 2021. Rencontre également organisée avec le Centre culturel canadien. Et je remercie bien sûr vivement ces deux structures de nous donner l'occasion de discuter de votre dernier roman. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, Émilie Saint-John-Mandel, après avoir eu le plaisir d'animer une première rencontre avec vous il y a quelques années à Quai du Polar à Lyon, à l'occasion de la publication des Variations Sébastiane. C'était en 2015. Et je me réjouis donc de vous retrouver, Émilie. Je vous présente brièvement, vous êtes canadienne, vous vivez à Brooklyn et vous avez publié 5 romans qui sont tous parus en France aux éditions Rivage, Dernière nuit à Montréal, On ne joue pas avec la mort, Les Variations Sébastiane donc, Station Eleven et puis ce nouveau livre, L'Hôtel de Verre, donc tous chez le même éditeur. Je reviens d'abord, avant d'entamer la discussion sur L'Hôtel de Verre, sur Station Eleven, donc qui est paru en 2016 en France. C'était un roman dystopique qu'on appelle aussi parfois post-apocalyptique, qui imaginait une pandémie mondiale d'une grippe extrêmement mortelle et qui suivait la vie d'une troupe de théâtre itinérante plusieurs années après la pandémie. Dans un monde donc évidemment complètement dévasté. On y faisait des allers-retours entre la période de la grippe et cette période post-apocalyptique. C'est un roman qui a eu un très grand succès partout dans le monde. Il a été traduit, je crois, dans plus de 30 langues. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, il entre dans une résonance particulière. Alors, toute mesure gardée, bien sûr, puisque, évidemment, on n'est pas encore spectateur d'un effondrement à l'échelle mondiale, mais il entre quand même en résonance avec notre actualité et cette pandémie de Covid-19 qui frappe le monde aujourd'hui. Première question, avant de parler de l'Hôtel de Verre, j'aimerais savoir quelle impression est-ce que ça provoque chez vous, Émilie Saint-John-Mandel, de voir arriver cette situation après avoir écrit Station Eleven? Um, to tell you the truth, that gave me absolutely no special. Alors, pour vous dire toute la vérité, cela n'a pas fait que j'étais mieux préparée que tout le monde lorsque cette pandémie a démarré, bien au contraire. Et je voudrais simplement dire tout d'abord merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Vraiment, vraiment, j'aurais aimé qu'on puisse être là en chair et en os, mais je suis absolument ravie qu'on puisse au moins procéder de cette façon. Et je pense qu'il y a une différence énorme entre Station Eleven et cette pandémie que nous vivons à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a les différences au niveau des taux de mortalité, mais il y a une autre différence fondamentale, c'est la technologie. J'ai trouvé ça extraordinaire que cette dernière année, j'ai pu avoir autant de conversations avec tellement de personnes qui ne sont pas ici avec moi dans mon bureau. Effectivement, Zoom nous lasse tous un petit peu, mais c'est quand même un outil fabuleux. Mais pour avancer, disons que moi, je me doutais bien qu'il allait toujours y avoir une autre pandémie. C'est quelque chose qui m'est devenu très clair lorsque j'ai fait les travaux de recherche pour ce livre. Les épidémiologistes, par exemple, parlent de pandémie de la même manière que les sismologues parlent des tremblements de terre. Et ce que je veux dire par là, c'est que personne ne parle jamais en disant: «Ah, je me demande s'il va de nouveau y avoir un autre tremblement de terre». On sait pertinemment qu'il y aura toujours d'autres tremblements de terre et donc d'autres pandémies. Ainsi, j'ai véritablement l'impression que je n'ai rien prédit, mais en même temps, c'était assez bizarre que de vivre moi-même cette pandémie en en ayant passé autant de temps à imaginer ce que ce serait qu'une pandémie en faisant les travaux de recherche pour ce livre. Et bien sûr, je reviens sur ce que vous venez de dire, mais évidemment, c'est une immense joie de se retrouver même virtuellement et d'avoir des outils tels que Zoom pour pouvoir organiser des rencontres littéraires et parler avec les auteurs et les autrices qui sont malheureusement en ce moment incapables de venir vers nous et nous d'aller vers eux. Merci pour cette réponse, Émilie Saint-John-Mandel. Et j'attaque maintenant mes questions sur L'Hôtel de Verre, donc ce nouveau livre. Je vais le résumer brièvement pour commencer, même si c'est assez difficile de le résumer, ce roman. Disons que comme tous vos précédents romans, il présente une galerie de personnages nombreux et qui sont présentés à travers un certain nombre d'allers-retours entre le passé et le présent. On y rencontre au tout début du texte, donc c'est pas la première
scène, mais assez tôt dans le texte, on y rencontre Paul, qui est un musicien affligé de problèmes de drogue, et sa sœur, Vincent. Et lui, donc, au début du texte, il est agent d'entretien dans un hôtel Cayette, un hôtel de luxe qui est perdu au large de Vancouver. Et elle est barmaid dans le même hôtel. Et lui, pour des raisons assez inexplicables, il prend un stylo à l'acide et il grave sur le verre de la baie vitrée, donc c'est un tag, il grave la phrase suivante: et si vous avaliez du verre brisé, ce qui est quand même une phrase d'une grande violence. Le destin du frère et de la sœur à ce moment-là, destin qui est déjà assez morcelé, va encore plus éclater après cet événement. D'un côté, elle devient l'épouse trophée d'un multimilliardaire qui est propriétaire de l'hôtel Jonathan Alkaitis, qui est calqué sur le modèle de l'escroc Bernard Madoff. Lui, Paul, va partir dans une direction totalement différente. Je ne vais pas dire où ils vont aller, mais on va dire que leur destin va les mener sur des chemins encore plus surprenants. La première question que j'aimerais vous poser sur l'Hôtel de Verre et Millicent John Mandel, c'est quel est l'élément déclencheur qui est à l'origine de ce roman virtuose, puisqu'il est à la fois très complexe et absolument prenant. Est-ce que ça a été le personnage de Madoff qui vous a inspiré un roman? Est-ce que c'est la phrase taguée sur la baie vitrée que vous aviez en tête un matin en vous réveillant et qui vous a inspiré un livre? Est-ce que c'est l'hôtel en lui-même ou est-ce que c'est tout autre chose? Ouais, ouais, merci pour vos propos aussi gentils au sujet du livre. Bah, sachez que c'est un certain nombre de choses. Alors, un point sur lequel je voudrais insister, c'est que tous les personnages dans ce livre, tous les personnages sont des personnages que j'ai créés de toutes pièces. Mais cela étant dit, le crime central, bien sûr, c'est le même crime qui a fait que le nom de Madoff est si connu. Ma fascination avec cette affaire, bah, j'ai eu cette fascination simplement à cause de l'étendue du crime. 65 milliards de dollars US pour cette combine à la Ponzi. Mais au-delà de cela, j'ai été surtout étonnée par son équipe, les personnes qui travaillaient pour lui. Moi, à l'époque où cette histoire est apparue dans les journaux, j'étais assistante dans un laboratoire pour les recherches sur le cancer à New York et j'adorais mes collègues. C'était des collègues très amicaux, très sympathiques, très intelligents. Et lorsque Madoff a été arrêté et lorsque 6 ou 7 de ses salariés, de ses collègues ont été arrêtés également, je me suis trouvée dans la situation où je me disais, mais comment devait être leur bureau? Imaginons la les bonnes relations que l'on entretient avec nos collègues de travail. On partage le même travail, le même bureau, la même mission. Et puis, imaginons comment ça devait être pour ces personnes qui travaillaient, par exemple, tous les matins pour mettre en place cette combine à la Ponzi. Forcément, l'environnement du bureau devait être un environnement très néfaste. Donc, le tout premier chapitre du livre que j'ai écrit après des années de préparation, c'était le chapitre 10. Et c'était tous ces membres de personnel qui parlaient d'une voix concertée, un peu comme une chorale grecque. Et ça, c'était le point de démarrage. Et en même temps, j'ai toujours adoré les histoires sur les fantômes. Et je n'écris pas mes romans basés sur une trame. J'y vais la fleur au fusil. Et donc, parfois, mes livres peuvent m'amener dans des directions très inattendues. Et donc, j'ai commencé en me disant que j'allais écrire très certainement un roman assez bref, un roman qui allait focaliser à 100% sur ce crime absolument énorme, ce crime white collar, ce crime à col blanc. Et puis, tout d'un coup, ce sont les fantômes qui ont pris qui ont pris le pouvoir. Et l'histoire est devenue beaucoup plus intéressante. Mais en même temps, il n'y avait pas véritablement de modèle, pas de modèle pour le personnage de Madoff. Parce que Madoff, c'était vraiment le personnage le moins intéressant qu'on puisse avoir. Jusqu'à la fin, Madoff, quand on lui faisait passer des entretiens, on pouvait lire les entretiens et ça ne tenait pas la route. Il ne se passait absolument rien d'intéressant. C'est juste un psychopathe ennuyeux. Donc, il fallait que j'invente un criminel beaucoup plus intéressant. Et donc, j'ai trouvé quelque part que, oui, ce livre parle des classes sociales et de l'argent d'un côté, mais pas que. Et si je réfléchis encore un peu plus, je pense que ce qui me fascine réellement, et c'est c'est cette histoire de femme trophée. Moi, j'aimais l'idée d'avoir une femme très, très intelligente qui soit devenue une femme trophée. C'est un personnage qu'on ne voit quasiment jamais. Donc ça m'a donné Vincent et puis ensuite, je me suis surtout mise à m'imaginer quel genre de personne, avec quel genre de passé se laisserait faire pour se laisser embarquer par cet homme qui lui propose une vie de diamant de richesse. Il faudrait certainement que ce soit quelqu'un
quelqu'un qui n'ait pas d'idée claire sur l'avenir qu'elle veut, ou peut-être tout au contraire. Je regrette de dire que j'ai été très inspirée par quelque chose qui m'a été dit sur Twitter. Ce texte qui a été gravé sur le verre est quelque chose que quelqu'un m'a dit sur Twitter, raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup Twitter. Mais c'était tout l'ensemble de ces éléments qui la menace, l'argent, le crime, et puis aussi le transport maritime. Je voulais utiliser un personnage de Station Eleven. Tous ces éléments se sont réunis pour me permettre de créer un roman que moi-même, j'ai du mal à décrire. Je ne peux pas décrire ce roman de façon très simple. Je cherche le pitch depuis des années, ce pitch que je pourrais faire dans un ascenseur, et je ne l'ai jamais trouvé. Merci pour cette réponse. Je suis vraiment désolée quand vous avez écrit une telle phrase sur Twitter. C'est terrible d'entendre ça. Pour les personnes qui pourraient nous regarder et qui n'auraient pas encore lu l'Hôtel de Verre et qui n'auraient peut-être pas de connaissances suffisamment pointues en économie, je rappelle brièvement ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi qui est au cœur du texte. C'est un mécanisme d'arnaque financière qui consiste à créer un montage dans lequel on rembourse les investissements des clients qui arrivent, des premiers clients avec l'argent des clients qui arrivent jusqu'à ce qu'en fait le système s'effondre et ça peut durer très longtemps. Donc c'est en fait un système qui est construit sur du vent. Et votre personnage de Jonathan Alcatis, l'une de ses victimes dit sa force, c'est qu'il veut donner l'impression d'adhérer à un club secret. Et effectivement, c'est quelqu'un finalement qu'on sent assez charismatique. Dans ce mensonge organisé que vous décrivez, il y a de l'affection, il y a de l'amitié dans le groupe qui travaille avec Jonathan, comme vous le disiez. Il y a de l'affection et de l'amitié entre Jonathan et les investisseurs. Il y a même de l'affection, il le dit lui-même à un moment, entre les gens et leur propre argent. Il y a des liens d'affection. Est-ce que vous vouliez montrer à travers ce livre que même dans le plus organisé des mensonges, le plus élaboré, il y a toujours une part de vérité et une part de sincérité qui demeure et qui arrive à exister? Oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne analyse. J'aime beaucoup cette idée que de dire que plus d'une chose peut être vraie en même temps pour une même personne. Si je reviens sur Vincent, par exemple, bien sûr, son arrangement avec Jonathan est très, très mercenaire. Tout est basé sur l'argent, sur la finance, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des amis. Ils ressentent beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Ils aiment bien passer du temps ensemble et de façon très tordue. Lui, effectivement, il est ami avec ses investisseurs, même s'il est en train de leur voler les économies qu'ils ont mis de côté pendant toute une durée. Et c'est là que ça devient difficile d'écrire sur un criminel, parce que si votre criminel est à 100% froid et maléfique et sans cœur, et si de chaque point de vue, la personne n'a rien de positif, c'est très ennuyeux. À ce moment-là, vous vous trouvez avec un personnage unidimensionnel ou au mieux à deux dimensions. Et de la même manière que Madoff était ennuyeux, mon personnage aurait pu être ennuyeux. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à écrire sur Jonathan, parce que Jonathan devait absolument avoir une certaine chaleur humaine, pas seulement pour le rendre intéressant, mais en grande partie, si. Mmh. Et ce qui le rend attachant, c'est qu'il se réfugie une fois qu'il est arrêté dans un monde parallèle où en fait il vit la vie qu'il aurait pu vivre s'il avait pris d'autres décisions, où il rencontre des personnages qui sont peut-être des fantômes. Et vous vous intéressez beaucoup, mais pas seulement dans ce livre, dans toute votre littérature, vous vous intéressez beaucoup à la question de et si j'avais pris telle décision plutôt qu'une autre, et si j'avais rencontré telle personne ou que j'avais pas rencontré celle-là, et même ça peut être à l'échelle du pays, et si l'État avait voté telle loi plutôt que celle-ci, ou si le pouvoir n'avait pas été entre les mains de tel personnage, qu'est-ce qui se serait passé? Et on sent que vous êtes obsédé par l'idée qu'il y a une multitude de vies différentes qui s'offrent à nous et que finalement on est obligé d'en vivre qu'une seule. Est-ce que vous savez d'où vient cette obsession et est-ce que le fait d'écrire est une façon peut-être de consoler cette chose-là, finalement, le fait que nous sommes condamnés à vivre une seule vie? Oh, j'adore cette question. Merci pour la question. Oui, oui, je sais exactement d'où vient cette obsession. Alors, j'ai 2 nationalités. Je suis née au Canada, mais mon père avait immigré, de la Californie, donc j'ai des passeports américains et canadiens.
Mais en même temps, j'ai passé absolument toute ma vie au Canada jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai fait une formation pour devenir danseuse, danseuse contemporaine. Je n'ai aucune formation formelle pour devenir auteur, pour devenir écrivain. Donc très, très souvent, j'ai l'idée qui me passe par la tête qu'il y a une deuxième vie basée sur tout un ensemble d'éléments de fait où moi, je suis danseuse au Canada et peut-être que cette vie est plus plausible que la vie que je mène. Il n'y a rien, par exemple, dans mon expérience personnelle qui m'aurait permis de savoir que je serais romancière et que je vivrais dans la ville de New York. Donc, je pense que c'est cela en partie. Et puis ensuite, vous avez raison, je suis obsédée par les faits qui auraient pu exister, par la réalité virtuelle qui n'a pas vu le jour. Et effectivement, heu, et sur le plan personnel et sur le plan politique, aux États-Unis, par exemple, il est tellement facile que d'imaginer une version d'événement où Donald Trump aurait pu ne pas être élu en tant que président. Parce que, étant donné notre système qui n'est pas démocratique, son opposant a gagné plus de votes que lui. On aurait pu avoir une vie si différente depuis un an si on avait eu un autre président, si on avait eu quelqu'un qui avait pris la pandémie au sérieux. Donc voilà, ce sont des éléments de fait qui auraient pu exister, qui auraient pu changer le monde. Mais bien sûr, nous avons tous des vies que nous n'avons pas menées. Et lorsque j'étais en train d'écrire L'Hôtel de Verre, je me trouvais dans une situation où je pensais à toute cette idée comme étant une histoire parallèle constituée de fantômes. J'ai toujours adoré les histoires avec les fantômes, mais quand on parle d'histoire avec les fantômes, en règle générale, on a tendance à parler de façon très, très étroite, c'est-à-dire on prend juste des fantômes qui se baladent dans les grosses maisons anciennes en traversant les murs. Mais moi, j'aime l'idée comme quoi nos vies sont vécues aussi par un deuxième personnage où on est la même personne, mais où on a été à une autre école, où on a poursuivi d'autres études, où on a eu une autre carrière. Ça aussi, ça m'intéresse. Et je, et je pense que ceci est essentiel aussi lorsqu'on écrit une œuvre de fiction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'écris pas à partir d'une trame détaillée. Je commence à écrire un roman et j'attends de voir ce qui se passe. Et comme vous pouvez le deviner, ça veut dire que la première version est très, très désorganisée, que je dois réviser et analyser. Mais lorsque j'arrive à la fin d'un roman, j'ai toujours l'impression que j'aurais pu partir dans 12 directions différentes à partir un même point de départ. J'aurais pu écrire 12 livres différents. Et c'est vraiment fascinant pour moi quand on parle du format. Donc, vous avez entièrement raison. Il y a pléthore de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hmm. Et c'est très intéressant la façon dont vous arrivez à articuler toute cette puissance fictionnelle, cette puissance d'imagination qui est très forte chez vous. Et en même temps, dans tous vos romans, il y a aussi quand même un arrière-plan politique. Il est question de la crise financière, il est question de la gestion de pandémie, de la gestion de crise, il est question du délire de l'économie mondiale. Et tout ça s'intègre dans quelque chose de très imaginatif. Est-ce que vous avez quand même conscience quand vous écrivez, ou est-ce que vous avez l'ambition d'écrire quand même des romans politiques? Ou est-ce que ça vous rattrape? Est-ce que ça vous dépasse? Alors, habituellement, c'est quelque chose qui sort sans que je fasse ce travail consciemment. Dans mon deuxième roman, On ne joue pas avec la mort, j'avais cette idée en anglais, The Singer's Gun. J'avais des idées politiques. Là, le roman était plus explicitement politique parce que dans ce roman, je parlais du fait qu'il est très, très difficile d'immigrer aux États-Unis de façon légale. Et donc, effectivement, parfois, j'écris un livre où il y a vraiment un cadre politique très, très clair. Mais le plus souvent, je ne vois pas mes romans comme étant des romans politiques. Je les vois tout simplement comme étant des romans qui se passent dans le monde. Il y a une phrase absolument magnifique. J'aimerais pouvoir me souvenir des propos. C'est une citation de Hannah Arendt et la phrase disait quelque chose du genre, parfois les gens me disent qu'ils ne sont pas des êtres politiques et ma réponse est de dire, ah, vous vous foutez du monde, du futur, de ce qui vous arrive ou de ce qui arrive aux personnes que vous aimez. Et donc, je pense que si on est engagé avec le monde, il est impossible de ne pas être politique, au moins à un certain niveau. Hmm.
Ce qui est intéressant avec l'hôtel Cayette en lui-même, puisque c'est le titre du livre, hein, l'hôtel de verre, c'est un lieu particulièrement fascinant. Je le disais, hein, il est en retrait, on n'y accède vraiment pas facilement, il est au large de Vancouver. Et en même temps, le personnage qui s'en occupe dit que la plupart des gens sont prêts à payer très cher pour échapper temporairement au monde moderne. Ça, c'est une citation du livre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai paradoxe chez les ultra-riches, puisque là, votre livre, c'est aussi une incursion dans le monde des ultra-riches, c'est que d'un côté, ils contribuent à créer un monde qu'ils façonnent d'une façon qu'ils dictent eux-mêmes, et de l'autre, ils sont prêts à payer très cher pour échapper à ce monde. Et là, il y a un vrai paradoxe. Et il y a à la fois un message politique, mais aussi une considération sur la nature humaine qui est pleine de contradictions. Oui, oui, j'ai l'impression que vous avez raison. C'est vrai que c'est un problème qui est très bizarre si on peut le dire ainsi. Un problème pour les personnes riches dans notre monde moderne. Je ne peux pas dire comment cela se passe en France parce que j'y ai passé très peu de temps, mais dans la ville de New York, par exemple, il y a une telle culture du travail. Tout le monde se concentre sur le travail et ainsi, on ne rencontre jamais les personnes qui sont riches et qui font des choses pour leur plaisir, pour les loisirs. Moi, à New York, je peux rencontrer des personnes qui travaillent, mais ce sont des personnes qui travaillent 100 heures par semaine. On ne les voit jamais en train de poursuivre des activités plaisantes. Tout est dicté par l'argent, par le travail. Et le paradoxe très bizarre, c'est que les personnes qui ont énormément d'argent vont payer une fortune, mais vraiment une fortune pour avoir une connexion Internet parmi les plus rapides. Ils vont acheter tous les gadgets du monde pour être hyper connectés. Et pourtant, ils feraient tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi ensuite pour tout éteindre. On le voit avec les logiciels que nous utilisons. Il y a une application qui s'appelle Freedom que j'utilise depuis des années qui éteint l'Internet lorsqu'on a besoin de se focaliser sur le roman que l'on écrit. Donc moi, je trouve ça fascinant de voir que la connectivité est essentielle pour nous tous, pour le travail que l'on fait. Non, c'est peut-être pas essentiel, mais c'est important pour bon nombre de personnes qui travaillent dans le monde moderne. Mais secrètement, on aimerait que ce soit absent. Et parfois, on a vraiment envie d'éteindre l'internet et parfois, je pense, si j'avais assez d'argent, peut-être que moi aussi, j'aurais envie de me rendre dans un hôtel où je pourrais me reposer pendant quelques semaines, sans parler au monde moderne. Mmh. Alors, en parlant de cet hôtel, toujours, j'aimerais parler du personnage Walter qui, au début du livre, est le manager de nuit de l'hôtel. Il en prend soin, il veille sur lui, on sent qu'il a un lien particulier. Et puis, alors sans trop spoiler, parce que bien sûr, je ne veux pas priver les lecteurs du plaisir de découvrir les rebondissements de l'histoire, mais il va finir par se retrouver, quand donc le propriétaire de l'hôtel va vivre cette chute, il va être emprisonné, et puis lui va se retrouver gardien de l'hôtel. Et on a l'impression, moi j'étais très attachée à ce personnage, on a l'impression en lisant le livre que c'est un peu le seul finalement, ou l'un des seuls qui réussit son projet de vie dans le texte. Et pourtant, cette vie, c'est de vivre seul, enfermé dans un endroit reculé et coupé du monde. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de lui avoir donné un destin heureux à Walter? Et qu'est-ce qu'il incarne dans votre vision du monde et dans votre vision de la destinée humaine finalement? Hmm. Ben, Walter, c'est simplement qu'il il réagit par rapport à l'idée que tout le monde a envie d'avoir une vie différente. Chaque personne a son idéal. Moi, personnellement, par exemple, j'ai grandi à la campagne. C'était une toute petite île à côté de la Colombie-Britannique. C'était une petite île où tout était constitué de forêts. On ne voyait pas les voisins, mais on voyait l'océan. Et il y a très peu de personnes où je me suis rendue sur la terre, qui sont plus belles que cette île et pourtant j'avais envie de m'échapper. À partir de l'âge de 15 ans, j'étais en train de calculer comment est-ce que j'allais pouvoir trouver la plus grande ville du monde pour y habiter et donc je pense simplement que nous sommes tous, nous avons tous envie d'environnements différents. Je comprends très bien pourquoi des personnes veulent vivre sur ces îles désertes. Or moi personnellement, j'aime les grandes villes et j'aime l'idée comme quoi Walter, il a découvert, heu, de quoi il est fait. Il se rend compte qu'il aime la solitude, il ressent de la joie. Nous imaginons que l'interaction humaine est absolument essentielle si on veut pouvoir toucher du doigt le bonheur. Mais je pense que même si c'est vrai d'une certaine manière, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Walter vit dans un endroit où il voit une poignée de personnes d'une semaine à l'autre, il parle avec sa sœur au téléphone et ça lui suffit. Il aime être seul.
Mhm. Et donc, effectivement, Walter, ce fut un personnage très, très intéressant. Je pense qu'il a vécu toute sa vie en gérant le service client et tout d'un coup, il s'est retrouvé très heureux car il n'avait plus personne à gérer. On va parler de théâtre, puisque je pense que c'est un sujet important de votre œuvre, Emily St. John Mandel. Mais avant de parler spécifiquement de théâtre, j'aimerais parler de la question du rôle. On vient de l'aborder d'ailleurs avec Walter, et peut-être qu'on peut se dire que l'une des raisons pour lesquelles il est si heureux, c'est que lui, finalement, eh bien, c'est l'un des personnages qui arrive à ne plus être obligé de jouer un rôle. Il joue vraiment le rôle de sa vie, le rôle de sa vraie personnalité. Et dans ce livre, il est beaucoup question du rôle que nous jouons après la chute de Jonathan. Vincent va retrouver dans un bar où elle est serveuse, elle retrouve Mirella, qui est l'une de ses amies de l'époque où elle était riche et qui est aussi une personne qui était extrêmement riche et qui, elle, venait d'un milieu modeste, comme Vincent, et qui, en fait, avait réussi dans ce milieu des très, très riches. Et quand elle rencontre Vincent, elle fait semblant de ne pas la voir. Et Vincent, au début, est choqué, enfin, elle est très froide de ne pas la reconnaître. Elle est d'une froideur extrême. Et Vincent est choqué en se disant, mais enfin, c'est pas possible. Et puis après, elle dit, mais après tout, nous n'étions que des comédiennes. Et la raison pour laquelle nous avons réussi à nous épanouir dans ce milieu, c'est parce que nous arrivions à camoufler nos propres origines. Et là, vous montrez quelque chose de terrible sur la nature humaine et Vincent John Mandel, c'est que vous montrez que finalement, nous ne faisons que jouer des rôles et que la nature humaine, c'est aussi beaucoup de théâtre et de jouer le rôle qui nous est donné ou qu'on se choisit. Ah, je pense, je pense qu'on peut choisir que de voir cela comme étant quelque chose de négatif, mais ça n'a pas besoin d'être négatif. Moi, par exemple, je ne suis pas la même personne lorsque je parle avec quelqu'un comme vous lors d'un festival par rapport à quand je parle avec ma gamine de 5 ans, mais je ne joue pas un rôle. On est tous comme ça. On est tous un petit peu différents. On n'a pas le même rôle. On n'est pas la même personne quand on parle avec sa grand-mère qu'avec ses collègues. Il n'y a rien de faux avec tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a absolument cet élément de théâtre dans ce roman. Et je pense qu'on peut tout à fait dire que si nous sommes naturellement différents dans des environnements différents, il y a des situations dans la vie où parfois tout cela est poussé aux extrêmes. Par exemple, Jonathan, je prends l'exemple de Jonathan qui joue le rôle d'un conseiller en investissement légitime et en ce faisant, il détruit les vies des autres. Vincent est un peu plus ambigu à mon sens parce elle est barmaid lorsqu'elle rencontre Jonathan et si on n'a pas été barman ou barmaid, il faut regarder ce qu'ils font pour voir à quel point ça tient de la performance. Et c'est vraiment le service client poussé à outrance. On joue un rôle derrière le bar. Et pour elle, ce n'est pas si compliqué que ça que de changer légèrement d'environnement. Elle continue de jouer un rôle, mais en l'exagérant un peu plus. Et effectivement, ces jeux de rôle peuvent être affreux, mais pas toujours. Hmm. C'est intéressant ce que vous dites justement sur le théâtre, puisque effectivement, le théâtre, c'est aussi la grande affaire de votre littérature. On a l'impression de changer de décor, de passer d'une scène à l'autre dans le livre. On a l'impression presque de visiter les coulisses d'un théâtre et ça donne quelque chose de formidable et de très original à votre littérature. À un moment donné, il y a, vous disiez tout à l'heure, le cœur des employés qui raconte aussi la façon dont ils ont été trompés par Jonathan. Shakespeare était très présent dans Station Eleven. Là, on pense à cette citation célèbre de Shakespeare, le monde est un théâtre dans lequel, comme vous le disiez, chacun joue son rôle et vous avez raison. Effectivement, c'est pas forcément d'ailleurs négatif. J'aimerais savoir quel est l'apport vraiment du théâtre dans votre littérature. Comment est-ce qu'il nourrit votre vie? Comment est-ce qu'il nourrit votre plume? Est-ce que vous envisageriez, vous, d'écrire du théâtre un jour? Alors, il y a un an, je vous aurais dit non, absolument pas. Je n'aurais pas pu imaginer écrire pour le théâtre, mais ça fait un an que j'écris pour la télévision. Je travaille actuellement sur une adaptation de l'Hôtel de Verre et j'ai trouvé ça tellement réjouissant. C'est un autre, tout autre format. Je n'avais aucune expérience. J'adore écrire les romans, mais actuellement, j'en ai écrit 6 et donc c'est un véritable plaisir que d'essayer quelque chose de différent. Donc, je pense que peut-être que maintenant, je pourrais imaginer écrire pour le théâtre, effectivement. Il y a un côté immédiat que j'adore et de la même manière que ça crée un lien avec mon travail, je pense que ça compte un petit peu sur les romans. Par exemple, dans Station Eleven, tout était tellement explicite, il s'agissait d'une troupe de théâtre et une partie du projet du livre, c'était d'écrire sur les vies des acteurs, ces acteurs qui voyageaient dans leur troupe. Mais je pense réellement
je pense qu'on pourrait aussi considérer que le roman constitue une scène et les personnages dans un roman sont les personnages qui se baladent sur la scène. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est inhérent au format qui fait que du point de vue de la logistique et des aspects techniques, on déplace les personnages d'un côté de la scène à l'autre, on les déplace dans le temps et tout le reste. Et donc, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a du théâtre dans le roman. L'autre enfin, je veux dire, l'art qui entre en résonance avec votre œuvre littéraire, c'est la musique. Par exemple, dans les variations sébastiennes, même le titre faisait écho à la musique. Il était beaucoup question de jazz dans ce roman. En lisant l'Hôtel de Verre, on pense à ces morceaux déclinés par les grands compositeurs, Bach par exemple, les variations Goldberg. Le frère de Vincent, Paul, écoute d'ailleurs les concertos brandebourgeois en pensant à sa sœur et en pensant que peut-être la musique peut l'amener à sa sœur. À l'intérieur du texte, il y a des échos entre la musique et la fiction. Le refrain que chante une chanteuse au début du livre, I always come to you, il est représentatif du roman, puisque les personnages se retrouvent sans cesse et même viennent hanter des personnages qui ne leur ont jamais demandé de venir. Comment est-ce que vous mettez, je pense que vous avez peut-être une obsession pour la musique, ou en tout cas un goût très certain pour la musique, comment est-ce que vous mettez la musique au service de votre œuvre, et est-ce que vous avez l'impression d'emprunter les techniques de certains compositeurs pour faire de la littérature, ce qui est très intéressant? Waouh! Alors, j'ai absolument l'impression que vous avez décrite, mais peut je ne sais pas tellement que je focalise sur certains compositeurs ou certains types de musique, mais vraiment l'un des plus grands plaisirs que j'ai quand on me publie dans tout un ensemble de langues, c'est que parfois j'arrive à obtenir le titre que je veux vraiment pour la publication française quand je n'ai pas pu l'obtenir pour la version en anglais. Par exemple, les variations Sébastien avec le titre Le Lola Quartet en anglais, j'ai pu faire publier ce livre avec une autre maison d'édition, mais à l'époque, on n'avait pas du tout le même goût pour les titres. Donc, le titre The Lola Quartet, c'était le titre qu'on aimait tous les deux, c'était le titre en anglais. Or, le titre que je voulais véritablement à l'époque, c'était les variations Sébastien. Et donc, je l'ai obtenu grâce à la publication française. Et dans ce livre, il y a une scène qui se répète, des jeunes qui jouent et qui chantent une chanson au lycée. Et on le voit 3 fois, mais de points de vue différents, à travers des personnages très différents. Et ça m'a donné une idée très, très claire sur des variations sur le même thème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une scène qui change en fonction du point de vue de la personne qui observe la scène. Donc pour moi, la fiction peut créer un écho avec la musique parce qu'on peut avoir des variations sur le même thème. Et ceci me ramène à autre chose qui m'intéresse, c'est les souvenirs, c'est la mémoire. Pour moi, il est très intéressant que de regarder comment est-ce que 3 personnes peuvent voir exactement la même scène et pourtant repartir avec 3 descriptifs très différents de ce qui s'est passé et rien n'est aligné. Ça, c'est juste le côté bizarre de la mémoire. Nous avons la possibilité de créer nos propres variations. Et au-delà de cela, la musique a toujours été très, très importante pour moi. Pendant des années, j'ai joué du piano et j'aime écouter la musique parfois quand je travaille. Ça m'aide à bien me concentrer. Je vis en face d'une école et c'est sympa d'un côté. J'adore le bruit des enfants qui jouent, mais parfois j'ai juste besoin de me focaliser sur ce que je fais. Et donc souvent, je mets des casques qui bloquent le bruit et j'écoute de la musique classique ou de la musique électronique lorsque j'écris un travail de fiction et ça m'aide à être concentrée. Peut-être que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que ça tient la route. Parfois, je considère que le ton de la musique peut rentrer dans le travail que je suis en train d'écrire. Ah, c'est très intéressant, ces rapports entre la musique et l'écriture. C'est Kandinsky, je crois, qui disait que quand il peignait, il entendait la musique liée à la peinture qu'il faisait sur la toile. Et on a presque cette impression quand on lit vos livres, en tout cas, on ressent vraiment quelque chose de très musical qui s'incarne dans le verbe. Et ça, c'est, je trouve, l'expression d'un grand talent et d'un talent très original. J'ai une question qui est une vraie curiosité de lectrice.
autrice, mais dans ce roman, il est beaucoup question d'eau, en fait. Il est question de l'eau de la piscine, avec une piscine à débordement qui met Vincent très mal à l'aise quand elle nage. Elle n'aime pas du tout ne pas voir la différence entre l'horizon et la piscine. Il est question de l'océan, il est question de la mer, il est question aussi de l'eau dans laquelle se noie la mère de l'héroïne. Et Vincent ne comprend pas pourquoi sa mère s'est noyée alors qu'elle était bonne nageuse, etc. L'eau revient toujours. Quelle importance avait-elle pour vous? Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous dans le texte? Est-ce que c'était inconscient ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose que vous vouliez vraiment dire sur l'eau, là, avec ce grand sujet de l'eau? C'était un peu les deux. C'était un petit peu les deux. Alors, c'est très bizarre. Je pense que lorsqu'on commence à écrire un livre, ses propres obsessions, ses plaisirs, etc., se greffent sur le travail. Et plus on publie de livres, moins cela devient évident au monde. Tout le monde voit tout un ensemble de thèmes, la musique, l'eau, le voyage et ainsi de suite. Toutes ces choses qui reviennent quoi qu'il en soit. Alors que peut-être que moi, je n'en suis pas tout à fait conscient en tant qu'obsession. Je ne sais pas pourquoi l'eau me fascine autant. J'ai toujours trouvé l'eau de toute beauté, peut-être parce que j'ai grandi, comme je l'ai dit, sur une toute petite île en plein milieu de l'océan et l'eau faisait partie de nos vies. On pouvait, aller attraper du saumon pour le repas du soir, dans un canoë. Donc on avait une relation très simple avec l'eau. On devait prendre le bateau pour aller à Vancouver si on voulait faire les courses. Pour moi, il a toujours été important que de vivre, dans un endroit où il y a de l'eau autour, pas forcément l'océan. Et lorsque je suis partie de la Colombie-Britannique, j'ai emménagé à Toronto, mais il y a le lac. Le lac est tellement magnifique que c'était important pour moi. Et puis il y a la rivière de Saint-Laurence au Canada. Et ici à New York, l'une des choses que j'aime, c'est que je vois le port de New York à partir de mon balcon. Et c'est primordial, ça me calme. Et oui, j'ai toujours été attirée par l'océan en particulier. C'est intéressant puisque je le disais tout à l'heure, vous parlez beaucoup des paradoxes et des ambiguïtés des personnages et il y a aussi un paradoxe et une ambiguïté autour de l'eau, hein, puisqu'elle amène à la fois la vie, vous disiez que ça vous apaise, que c'est quelque chose de positif, mais elle amène aussi la mort de certaines façons. Et cette tension-là, cette ambiguïté-là est très présente dans votre œuvre et nous rappelle quand même que vous vous rattachez, hein, on fait cet entretien dans le cadre quand même de Quai du Polar, que vous vous rattachez aussi à ce genre littéraire du noir. Justement, j'aimerais conclure notre entretien par une question qui préoccupe beaucoup les Français, un peu moins les Anglo-Saxons quand même, mais c'est celle du genre. En fait, vos livres se situent à la lisière du roman noir, pour certains de la dystopie, pour Station Eleven, voire même du fantastique ici, puisqu'il y a ces fantômes qui passent, qui traversent le livre. Et puis, je crois que vous avez peut-être un attrait pour la science-fiction. En tout cas, j'ai lu ça dans certaines interviews. J'aimerais savoir quel est votre rapport au genre littéraire, à la littérature criminelle. Est-ce que vous vous inscrivez dans quelque chose ou est-ce que vous considérez que c'est un vaste champ d'exploration? Hmm. J'ai l'impression que bien trop souvent, nous parlons du genre de façon beaucoup trop limitée. Moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'espèce, en tant qu'être humain, nous aimons classifier les choses. Est-ce qu'il s'agit d'une fiction littéraire, de science-fiction, ou est-ce qu'il s'agit de polar ou d'autre chose? Et moi, une idée que j'aime vraiment, une idée que je trouve plus généreuse quelque part, plus sensible, c'est de dire qu'une œuvre peut être plusieurs choses à la fois. Et donc, moi, j'aime l'idée comme quoi un livre peut être une histoire de fantôme, une œuvre littéraire et un polar, ou dans le cas de Station Eleven, que ça peut être une fiction littéraire et de la science-fiction aussi. Parce que vous avez raison. Autrement, on peut devenir fou en essayant de calculer où colle le livre, où est-ce qu'on doit mettre le livre. J'ai l'impression que mes livres peuvent et sont catégorisés en fonction de ces différents genres, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que mes livres soient si différents. Essentiellement, à chaque fois, c'est le même projet que je défends dans chacun de ces livres. C'est simplement que j'aime écrire sur les gens et sur leurs interactions les uns avec les autres. J'aime qu'il y ait une intrigue, c'est ça le moteur et c'est pour ça très souvent que je choisis un détective, une enquête, quelque chose qui va donner une certaine épaisseur au livre. Mais réellement, j'essaye de faire en sorte que l'écriture soit aussi belle que possible. J'aime la clarté
clarté, la lucidité, la simplicité. Donc effectivement, si je peux rentrer en même temps dans chacune de ces catégories de genre, ça me va très bien. Par exemple, des fois, ça peut devenir très stupide quand même, parce que mes 3 premiers romans ont été publiés comme étant des fictions littéraires en Amérique du Nord, mais en tant que polar en France. Et au Canada et aux États-Unis, heu, je je me rendais dans des événements littéraires et puis je venais en France et je me mettais à côté de personnes qui avaient écrit, un livre très différent du mien, mais dans le secteur des polars. Donc moi j'aime que le livre puisse rejoindre, plusieurs genres et je pense que nous vivons dans une époque merveilleuse en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, parce que cette idée aujourd'hui est bien plus acceptée qu'elle n'a été il y a 10 ou 15 ans. Oui, et c'est formidable puisque vraiment on voit que toutes ces frontières sont très artificielles et que on peut tout à fait voyager entre plusieurs univers. D'ailleurs, dernière chose avant de finir cet entretien, j'explique pour les personnes qui nous regardent que Vincent, vous le dites dans le livre, hein, elle s'appelle Vincent Vincent parce que ses parents lui ont donné le nom d'une poétesse, Edna Saint Vincent Millay. Pourquoi avez-vous eu envie, pour conclure cet entretien, de faire une référence à cette poétesse en particulier? Ah merci. Essentiellement, c'est parce que j'adorais son nom. Edna St. Vincent Millay, elle aimait qu'on l'appelle par le nom de Vincent et je trouvais ça très intéressant comme nom pour une femme. Mais encore plus important, Edna St. Vincent Millay, c'est une femme qui était très, très talentueuse. Elle elle a grandi très, très pauvre et puis elle a écrit un poème lorsqu'elle avait 17 ans et ce poème a fait qu'elle a eu une vie totalement différente après. Et cette idée où on peut être jeté en dehors d'un monde pour avancer dans un autre monde simplement parce qu'on en a la volonté, c'est quelque chose que j'admire sur le plan personnel. Et c'est une idée que j'essaye de communiquer aussi avec ma Vincente que j'ai créée. Bien sûr, elle utilise des moyens très, très, très différents, mais grâce à sa propre volonté, elle quitte une vie où elle est très pauvre pour aller dans une vie où elle est très riche. Hmm. Merci beaucoup pour cette réponse qui reflète effectivement la richesse de votre livre et je vous remercie pour cette lecture vraiment fascinante que vous nous offrez avec l'Hôtel de Verre. Je conseille bien sûr la lecture à ceux et à celles qui ne l'auraient pas encore découvert. Je conseille la lecture de tous vos romans puisque moi je les ai tous lus et adorés. Et puis j'ai été très heureuse de pouvoir discuter avec vous de votre œuvre, Émilie St. John Mandel. Je vous remercie infiniment et je remercie également le Festival international Quai du Polar. Je remercie le Centre culturel canadien. Je remercie beaucoup aussi Don Sheridan d'avoir été interprète de cette discussion. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible par les moyens techniques virtuels qui s'offrent à nous. Et puis, Émilie St. John Mandel, je vous dis à très bientôt, j'espère, en tout cas en chair et en os, puisque j'espère que bientôt, quand même, les voyages pourront reprendre et qu'on pourra refaire ces rencontres en présentiel. Mais en attendant, c'était un plaisir immense de discuter avec vous de l'Hôtel de Verre. Vraiment un très grand merci. Moi, j'ai adoré également. Et je voudrais surtout dire merci à toutes les personnes que vous avez remerciées. Et effectivement, j'ai été ravie. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu ceci possible.